Coucou, une vidéo du coup sur une de VA+, avec un entretien sur le wokisme. Donc ça a été une interview de Mathieu Bock-Côté, je ne connais absolument pas. Bref, on va voir. Déjà, je pense que de toute façon tout va se baser sur le fait que ces personnes en fait désignent woke par toute personne avec qui ils ne sont pas d'accord dans le jugement. Donc c'est juste pour décrédibiliser. Voilà. Donc on va voir ce que ça va marquer, enfin bref. Je ne sais pas trop. Commençons. Je pense que je vais faire sûrement plusieurs parties. Cette doctrine, donc le wokisme, est tellement... Parce que c'est quand même, par ailleurs, à un moment donné, c'est un trouble dans la représentation du monde. C'est une pensée qui n'est pas ancrée dans les réalités. Alors, on va commencer sur ça. Une pensée qui n'est pas ancrée dans la réalité. Ça fait... Wow, c'est... Quand même, hein. Pour la sortir, faut être sacrément osé, hein. Vraiment. Donc, qu'est-ce qui n'est pas ancré dans la réalité? Parce que du coup, les injustices, les discriminations, bah on les voit. Est-ce que tu parles plutôt du côté des LGBT? Bon, on les voit, l'attirance sexuelle, bah oui, ça existe. On n'est pas tout forcément hétéro, voilà. Et ce n'est pas parce que toi t'es hétéro que tout le monde est comme toi, super. Il existe plus que dans le genre, waouh, si t'avais fait un peu plus de... Si tu suivais un peu plus en bio, tu le saurais. Donc en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui est la réalité ou qui n'est pas la réalité. Enfin bref, il y a des problèmes de racisme, il y a des problèmes de sexisme, ça existe. Le nier, ça serait complètement ridicule. Donc, continuons. Je dirais que ça va prendre 10 ans, un siècle, on verra. Prophétiser sur un siècle, c'est rapide. Mais ça va prendre quand même quelques années. Elle ne peut, en dernière instance, je dirais, que se décomposer. On est toujours dans ce truc, vous voyez, du coup, à cause de fameux mouvement woke que personne n'ose définir. J'espère qu'il va le définir, voilà, avec ses propres termes. Ah, ça va être la fin du monde, ça va être terrible. Voilà, on était dans le truc... ah là, nous... Et toujours, quand tu vois toujours les personnes qui sont plutôt très conservatrices, qui ont plutôt des idées d'extrême droite, ils sont tous là. Oh non, regardez, cette idéologie, elle va faire disparaître le monde, les valeurs vont disparaître, le monde va sombrer, le monde occidental va mourir. Juste arrêtez, arrêtez. C'est juste complotiste là, à un moment. Mais le temps que ça se décompose, ça va faire des ravages immenses, condamnant nos sociétés à être incapables de se défendre sur d'autres registres. Se défendre sur quoi? Non, juste soyez un peu cohérents, c'est juste fatigant. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur VA+, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes, selon l'expression de votre maître à penser, Raymond Aron, ce qu'on appelle un spectateur engagé, c'est-à-dire à la fois sociologue, universitaire, commentateur des grandes tendances idéologiques du moment, et donc aussi engagé dans le combat intellectuel et politique, notamment dans votre Québec natal, dans la lutte pour l'indépendance, mais aussi des deux côtés de l'Atlantique, contre l'empire du politiquement correct et la révolution racialiste, pour reprendre les titres de vos deux derniers livres. Alors, si vous deviez résumer en quelques phrases l'ensemble de cet engagement intellectuel très riche, comment est-ce que vous le définiriez et finalement, qu'est-ce qui fait courir Mathieu Bock-Côté? Alors, pour reprendre la formule de Raymond Aron, qui définissait ainsi son programme intellectuel, il appelait ça « penser l'histoire qui se fait ». C'est-à-dire penser le moment historique qui est le nôtre, chercher à en délimiter les contours, chercher à délimiter les lignes de fond, les fractures, chercher à voir aussi comment se constitue la cité, comment se constitue le politique en notre temps. Donc ça, c'est cette volonté de comprendre en fait l'originalité de notre époque, avec une inquiétude fondamentale qui est celle que nous n'en avons pas terminé, nous n'avons pas fini avec le totalitarisme. Peut-être, mais là, est-ce que tu ne chercherais pas du totalitarisme où il y en aurait peut-être pas? Je vais pas le nier, des fois on voit en fait même que dans certains mouvements, oui, il y a des dérives un peu partout, que ce soit à gauche, à droite, bref. Et... Enfin bref, il va développer, mais bon, à un moment, si tu cherches quelque chose, tu finis par le trouver, donc on va voir. La grande erreur, je crois, du XXe siècle, c'est d'avoir cru qu'on en avait fini avec le totalitarisme en faisant tomber le mur de Berlin, en faisant en sorte que l'Union soviétique s'effondre.
Non, pas du tout, parce que des régimes totalitaires, il en existe encore plein. On peut parler de Cuba, la Chine, un peu l'URSS, la Corée du Nord, voilà. Il y a d'autres pays aussi. Donc non, en fait. Peut-être que toi, tu l'as pensé, mais personne d'autre, en fait. Voilà. Eh bien non, je pense que la tentation totalitaire est inscrite dans la matrice de la modernité. Elle se réactive et je crois qu'aujourd'hui... Enfin, la matrice de la modernité, malheureusement, les régimes totalitaires ont toujours existé. Et malheureusement, ce danger est toujours présent, quoi. Il y a toujours, malheureusement, des personnes qui veulent imposer aux autres leur point de vue. Et on retrouve souvent ça dans tout ce qui va être extrême, notamment à droite et à gauche, bref. Aujourd'hui, elle se réactive avec une grande vigueur, mais puisque nous sommes enfermés dans une définition du totalitarisme qui est liée exclusivement au XXe siècle, nous ne sommes pas capables de voir comment, aujourd'hui, il reprend forme. Donc je dirais ça, c'est mon ambition intellectuelle. Ensuite, sur le plan du travail de de sociologie politique, c'est la volonté de décrypter, ça m'a toujours obsédé, la question de la légitimité. C'est-à-dire, en politique, il y a la question de l'autorité, de la liberté, de l'égalité, mais de la légitimité. Au nom de quoi se constitue un principe d'autorité dans une cité? Comment se trace le périmètre de la respectabilité, qui fait en sorte qu'on peut ou non participer au débat public, qui fait qu'on peut ou non s'inscrire dans le débat public comme une figure légitime ou comme une figure inquiétante? Bon. Donc la sociologie de la respectabilité, qui est pour moi une sociologie de la légitimité, c'est véritablement, je le constate, le travail intellectuel que je mène depuis très longtemps. Ok, ça c'est un point qui est très intéressant. Parce que du coup, qu'est-ce qui rendrait une parole plus légitime qu'une autre? Voilà, c'est une question très vague et très intéressante. Déjà, on pourrait un peu distinguer différentes personnes en fonction si elles ont des connaissances ou pas sur le sujet. Comment elles en parlent, si elles en parlent plutôt dans un truc plutôt manichéen, ou elles voient plutôt que des choses plutôt en binaire, ou bref, en mal en bien, ou est-ce que des personnes sont... Parce que limite, les personnes les plus légitimes, ce seraient des personnes qui seraient capables, en fait, de présenter un sujet de façon la plus objective possible, bien sûr. Ça, c'est un peu utopique. Mais au moins de dire à partir du sujet, voilà, quels sont les bénéfices, quels sont les trucs négatifs, quelle est la balance, qu'est-ce qu'on peut en dire, voilà. Malheureusement, tout ce discours qui va être plutôt posé, on définit, voilà, quels sont, à partir de quelque chose, voilà, qu'est-ce que ça propose comme bénéfice, comme désavantage, malheureusement, c'est un discours qui plaît pas vraiment. Et ce qui plaît vraiment, c'est surtout les discours qui vont plutôt être clivants, donc plutôt des discours qu'on va retrouver qui vont plutôt être vers les extrêmes. Voilà. Et malheureusement, on le voit en fait dans les réseaux sociaux, ce qui se partage le plus vite, c'est surtout les fake news, parce que c'est ce qu'il y a de plus attirant pour notre cerveau. Et bref, il y a plein de biais. Après, en quoi une personne serait plus légitime qu'une autre, c'est difficile. Parce que je pense que du coup, peut-être en France, je ne sais pas partout, mais beaucoup de personnes lient cette légitimité plutôt à des diplômes, des choses comme ça. On voit notamment par rapport avec le cas d'Idriss Al-Balkhan, qui prétend avoir énormément de diplômes, être 3 fois hyper docteur, bref. Et est-ce que le fait d'avoir autant de diplômes, est-ce que c'est un signe de fiabilité? Et est-ce que c'est un signe de fiabilité sur tous les domaines? Parce qu'on peut être à la fois quelqu'un d'extrêmement compétent et d'extrêmement, auquel on peut faire confiance sur certains sujets, et être complètement incompétent et à côté de la plaque sur d'autres. Donc, je pense que cette question est plus compliquée, parce que du coup, il ne faut pas juger juste une personne, mais juger en fait plutôt le discours, et plutôt dire, voilà, telle personne va être légitime, par exemple, sur tel sujet, parce qu'elle a étudié le sujet, parce qu'elle connaît, peut-être parce qu'elle vit, des choses qui sont en rapport, bref. Ça n'a pas forcément de lien avec des diplômes, parce que peut-être des personnes diplômées vont peut-être dire des conneries, voilà. Et peut-être, voilà. Donc définir plutôt, par exemple, pour chaque personne, quels sont ces domaines où on peut dire qu'elle peut être légitime ou pas. C'est quelque chose de très complexe.
toujours, en fait, peu importe, je pense que si vous voyez un petit peu dans la sphère génétique ou toutes les autres, me croyez pas sur parole. Vous êtes capable de faire vos propres recherches. Et je pense qu'il est surtout important, c'est que on a toujours tendance à vérifier les sources qui nous contredisent. Voilà. Mais on a très rarement l'habitude de faire cet même effort pour des sources qui vont dans notre sens. Donc, limite, il faut faire d'autant plus attention pour voir pour essayer de voir si des éléments qui vont dans notre sens sont véridiques ou pas. Voilà. Bon, après, c'est un peu dans la théorie ce qui serait le plus possible, mais tout le monde a des biais, etc. Donc, le plus important, c'est on sait qu'on a des biais, on peut se tromper, et voilà. L'erreur est humaine et c'est pas grave, on peut changer d'avis. Pas besoin de rester sur un avis tranché, voilà. On peut changer d'avis. Pour chercher à comprendre, donc à la lumière de cette enquête sur le totalitarisme, ses mutations, chercher à comprendre comment se constituent aussi donc les critères de respectabilité dans nos sociétés. Et sur le plan politique, parce que vous l'avez évoqué, l'engagement civique au sens propre se situe évidemment chez moi, et c'est le combat pour l'indépendance du Québec, la survie et l'épanouissement du peuple québécois. Vous disiez donc que vous cherchiez à comprendre quel était exactement le moment historique que nous vivons. Donc... Alors, je vais peut-être faire une petite parenthèse avant, parce que pour parler un petit peu, là il parlait de... Merde, en plus il vient de le dire. J'ai perdu le mot, désolé, mon cerveau il commence un petit peu à partir en couille. L'indépendance d'un pays. Je pense que malheureusement les personnes, beaucoup trop de personnes, enfin, je pense pas que ça soit mal, mais continuent encore à penser que notre système, que les pays n'ont pas que la mondialisation n'a pas autant d'effet que ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est très dur pour un pays, par exemple, de faire, par exemple, des lois économiques. À l'époque, par exemple, on pouvait faire des lois économiques qui pouvaient être quelque chose de plus... on pouvait vraiment gérer une économie juste en façon d'un pays parce qu'il n'y avait pas toute cette mondialisation. Le gros problème maintenant, c'est si on commence à favoriser, par exemple, des entreprises de notre pays, les autres entreprises vont tendance à partir et ça peut nuire à l'économie de notre pays. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, qui, aujourd'hui, peu importe de notre pays, même si on fait des lois qui sont spécifiques à notre pays, etc., ça aura toujours des répercussions au niveau mondial. Et je pense que, malheureusement, aujourd'hui, je pense vraiment qu'il faudrait maintenant qu'il y ait... pas comment dire, mais je pense à une espèce de gouvernement mondial qui pourrait faire des lois, des règles pour l'ensemble de l'ensemble du monde en fait, et des différents pays, et qu'après, donc des règles globales fixes, et après que chaque pays vienne y insérer ses propres choses un peu spécifiques. Un peu comme on pourrait parler avec les États-Unis, où il y aurait vraiment une loi qui dirigerait l'ensemble, et après chacun des États aurait sa propre chose de différenciation. Bref, je pense que ça faciliterait justement beaucoup de choses au niveau social, au niveau économique, parce que actuellement, malheureusement, les États sont un peu les mains menottées, parce que si on fait trop de changements au niveau économique, ça a des répercussions sur notre exportation, notre importation, et donc c'est très compliqué d'avoir des politiques économiques qui soient efficaces, parce que actuellement, à cause de la mondialisation, etc., tout ce qu'on fait dans notre pays a une conséquence sur le monde. Bref, donc il faudrait pour ça une mondialisation, et je pense pas que... Bref, les pays aient vraiment une si grande importance maintenant, mais bon, ça reste comme ça viendra petit à petit. Donc si je comprends bien, ce moment historique, pour vous, essentiellement, ce serait la redéfinition ou la réinscription dans l'histoire du totalitarisme sous une forme adoucie,
Ce que peut-être on a du mal à faire comprendre à nos contemporains dans la mesure où le totalitarisme dans la mentalité commune est associé à des épisodes de terreur extrêmement violents. Alors, le totalitarisme, pour moi, je le définis de la manière suivante, c'est la volonté de soumettre le monde à l'empire total d'une idée. C'est-à-dire soumettre le monde intégralement à l'empire d'une idée et faire en sorte que l'ensemble des relations sociales, l'ensemble des idées, l'ensemble des œuvres, l'ensemble de la pensée soit soumise à ce principe qui est appelé ensuite à s'étendre, justement sur le mode de l'empire, s'étendre à tous les domaines de l'existence. Et ensuite, avec cette idée d'une reprogrammation de l'existence. Parce que le totalitarisme émerge dans une société qui est démiurgique, en fait. La question n'est pas de savoir si Dieu existe ou non, la question est de savoir si l'homme se prend pour Dieu. Et le fait est qu'aujourd'hui, nos sociétés ont la volonté de s'autoproduire, c'est la volonté de l'auto-engendrement, hein, qui se donne jusque dans le rapport à l'identité sexuelle, c'est dans cette idée qu'on va décider si on est homme ou femme. Non, déjà on va mettre la religion de côté, on va laisser le barbu en haut, tranquille. Il a rien fait, voilà. Non, en fait, la plupart des gens maintenant, je sais pas, sont peut-être agnostiques, athées, bref. Et les gens, en fait, ne se prennent pas pour Dieu, tout simplement. Et je pense que tu ne comprends pas, visiblement, tout ce qui va être truc de transidentité. C'est que les personnes sont nées avec une dysphorie de genre, un problème biologique, d'accord, physique. Et les personnes qui le font c'est pas un changement anodin, c'est pas juste oh là là demain je vais changer de sexe, non, ça marche pas comme ça. Voilà, on fait des transitions parce que c'est nécessaire à notre santé et ça a toujours existé, comme les personnes homosexuelles, bisexuelles, bref, toutes les personnes LGBT. Bref. Et ces personnes LGBT ne veulent pas déconstruire tout en fait. C'est juste que nous, ce qu'on veut dire, c'est que le monde est plus complexe et il ne résume pas à hommes et femmes. Il est nettement plus complexe et c'est tout. On se prend pas pour Dieu, visiblement, puisque visiblement, contrairement à certains, on dit pas que Dieu nous a fait à son image, hein. Mais bon, continuons. Donc c'est cette idée d'une société qui s'auto-engendrerait, hein, à l'abri de toute finitude, délivrée de toute limite, délivrée de tout rituel, elle s'auto-engendre. Bon, alors ça, on a ça comme... Ok, donc pour toi, une société totalitaire... Bon, j'étais d'accord sur la première partie que ça serait, en fait, des personnes, ou voilà, une institution qui imposerait une idée à tous, etc. Ouais, ça je suis d'accord. Une société qui s'auto-engendrerait... c'est ce qu'on fait, non? Tu sais... Les humains juste se reproduisent et puis voilà, c'est qu'on se perpétue dans le temps et puis voilà, on passe notre savoir et ainsi de suite. Je sais pas où tu pars en fait, c'est cette hypothèse d'auto-engendrement, peut-être que tu pars par là, du coup l'athéisme, bref, laissez-Dieu tranquille. Donc la question du totalitarisme qui s'accouple aujourd'hui, donc comment il se donne aujourd'hui? Il se donne à travers ce que j'appelle le régime diversitaire. Le régime diversitaire, c'est cette espèce de falsification de l'idée démocratique qui consiste à redéployer l'idée démocratique dans nos sociétés, mais à la lumière d'une conception de la diversité qui consiste à déconstruire tous les systèmes normatifs, tous les codes culturels, toutes les institutions sociales, tous les rapports sociaux qui définissaient la civilisation occidentale. Le régime diversitaire entend tout reconstruire, entend tout rééduquer, entend soumettre tout à cette obsession, donc avec cette idée qu'il faut déconstruire les normes, l'héritage, la civilisation, au nom d'une diversité rédemptrice qui viendrait nous civiliser. Donc c'est une forme d'inversion du rapport normatif. Oula, tu pars complètement en couille. Non, non et non. Le but n'est pas de tout détruire et de pas tout refaire. Le but c'est on garde ce qui marche et on ne garde pas ce qui marche pas. C'est tout. Et ce n'est pas parce que beaucoup de gens ont pensé pendant longtemps qu'il n'y avait que deux genres que ça a toujours été le cas, tu vois. Notre savoir et notre connaissance de notre monde évolue au fur et à mesure du temps. Et notre vocabulaire aussi. Et notre façon de se comporter de façon sociétale aussi. Et toi, tout ce que tu fais, tu te dis « Ah là là, moi je suis pas d'accord avec eux, du coup, oh là là, moi je pensais qu'il y avait que deux genres, mais en fait il y en a pas que deux, en fait ils veulent tout y construire. C'est un peu ridicule comme argument, non?
Parce que qui veut imposer au final, hein? Des personnes qui veulent dire « Ah bah en fait le sexe, bah, il n'y en a pas que deux, voilà, peu importe votre sexualité, votre genre, etc. » Et des personnes qui veulent dire « Non, il faut qu'il n'y ait que deux genres, il faut que les règles restent comme ça, il faut que les valeurs restent comme ça. » Qui c'est qui veut, qui impose quelque chose? Les personnes qui veulent rester sur un statu quo ou les personnes qui veulent libérer la parole et que tout le monde puisse faire comme ils veulent, hein? C'est qui impose? Ça serait pas toi, non? Ça serait pas toi qui voudrais plutôt justement avoir cette société autoritaire où tu voudrais justement imposer tes idées aux autres? Moi, je viens pas dire que être hétéro c'est mal, ou être cis, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, enfin, c'est tout à fait normal d'être hétéro, cis, bref, tu fais ce que tu veux. Les seules personnes qui cherchent à imposer, ce sont les personnes qui sont contre les personnes LGBT, etc. Parce que du coup, ça ne correspond pas à leur idée, alors ils disent « Oh là là, ça correspond pas à la réalité, ni la réalité. » Mais c'est vous ne connaissez même pas la biologie. Vous parlez de biologie de base, mais la biologie est tout sauf de base. Voilà, c'est extrêmement complexe. Donc au bout d'un moment, c'est facile de dire « Oh là là, ces autres trucs veulent nous imposer. » C'est pas vrai, c'est pas vrai. Les différentes marges idéologiques deviennent la nouvelle norme. Puis ça, on le voit aujourd'hui dans nos sociétés qui n'en finissent plus de s'excuser d'exister, qui se soumettent même à une nouvelle interprétation de la décolonisation, qui consiste à dire que c'est lorsque les sociétés occidentales auront programmé leur propre extinction symbolique et politique qu'elles pourront enfin s'effacer de l'histoire et ainsi effacer leurs crimes et leurs péchés à l'histoire de l'échelle. Non, non. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Oui, on a fait... Enfin, je comprends pas même pas pourquoi on dit on. Enfin, nos ancêtres ont fait des conneries, oui. Et alors, enfin, moi j'y suis pour rien si mon ancêtre ont fait de la colonisation. Moi j'y suis pour rien s'il y a eu des massacres à cause de mes ancêtres. J'y suis pour rien. Faut arrêter, faut avancer, faut se dire, oui, on se rappelle des trucs de passé pour pas les refaire. On n'est pas en train de. Je vois pas pourquoi je m'excuserais pour des trucs affreux que peut-être un de mes ancêtres aurait fait. Ça n'a aucun sens. Et il n'y a pas comme quoi la civilisation occidentale cherchait à disparaître, non. Non, et non. C'est quoi cette histoire de grand remplacement comme quoi, oui, oh là là, la société... Non, il y a juste différentes cultures, et comme à chaque fois, la culture se mélange, etc. Le métissage a toujours existé, ça existera toujours, même dans la culture. Et quand on voit qu'il y a beaucoup de mondialisation, justement, la culture va se développer, peut-être se diversifier, bref. La culture, c'est pas quelque chose qui ne bouge pas, ça bouge tout le temps, ça évolue. Du monde. Donc je pense qu'on est dans ce moment de l'accouplement de la tentation totalitaire avec l'idéologie de la diversité. Et on voit jusqu'où ça va aux États-Unis, on voit jusqu'où ça va au Canada, on voit, et ça se déploie aussi en Europe. Mais justement, on ne doit pas se tromper. Nul besoin de goulag, nul besoin de police politique dans sa forme classique, mais nous sommes néanmoins devant une tentation qui réactualise la tentation, je dirais un moment qui réactualise la tentation totalitaire. Oui, enfin, non, désolé, mais il y a des dérives, oui, effectivement, aux États-Unis, au Québec, en France, oui. Il y a des dérives, mais il y a des dérives partout. Est-ce que tu es capable, justement, de... À droite aussi, il y en a, à gauche, il y en a, oui, je suis d'accord. Il y a malheureusement des personnes antiracistes qui se disent « Oh là là, le racisme anti-blanc n'existe pas, ça n'a aucun sens, mais bref. » Oui, c'est normal de dénoncer les dérives, etc. Mais c'est pas parce que quelques... connards sont allés trop loin que accepter à la diversifier et être tolérant, c'est mal. Au bout d'un moment, faut être logique. Tu vas pas... Ça, c'est le biais, en fait... Mince, comment ça s'appelle? Déshonneur par association. Tu vas dire « Oh là là, cette personne a dit des conneries. » Et après, tu appliques comme quoi ce message serait dit par tout le monde. Non. Non. Et non. Les personnes woke sont une partie de la minorité des personnes à gauche. Il faut arrêter ça. D'accord? Il faut pas dire « Oh là là, regardez, ces personnes vont trop loin. » Effectivement, il y a des personnes à gauche qui vont trop loin. Ok. Mais c'est pas le cas de tout le monde. On y reviendra, mais je voudrais d'abord revenir encore un peu sur votre itinéraire personnel. Vous vivez à Montréal, d'où vous commentiez jusqu'à présent la vie intellectuelle française, mais depuis quelques mois, donc, vous êtes installé à Paris, notamment pour suivre cette année présidentielle, notamment pour CNews et pour Europe 1. Alors, puisqu'il est beaucoup question de mue en ce moment, est-ce que vous êtes en train d'accomplir votre mue, vous aussi, d'observateur québécois de la vie intellectuelle et politique française, à intellectuel français à part entière, et plus généralement, comment est-ce que vous vivez cette expérience un peu particulière? Je suis un invité. Je n'ai pas la prétention, j'ai mis les pieds ici pour quelques mois et d'un coup je deviendrai français.
J'ai pas cette prétention un seul instant. Je suis un invité, je bénéficie de l'hospitalité à la française. C'est un bonheur infini. C'est un pays que j'aime passionnément par son histoire, sa culture, sa conception de l'amitié. Bon, il y a quelque chose de magnifique en France. Il y a une manière de... Chaque culture porte en elle sa beauté, son génie. Et ensuite, c'est une question de sensibilité personnelle. Le génie culturel français me passionne. Il y a une manière ici d'habiter l'expérience humaine que je trouve tout à fait singulière. Bon. Alors ça, il y a ça. Ensuite, c'est une année tout à fait particulière. La France demeure, quoi qu'on en dise, le laboratoire, un des laboratoires tout de même les plus importants de la vie politique et démocratique en Occident. C'est-à-dire, les Français, parce qu'ils placent au cœur de la vie publique les grands débats qui les traversent, ne se contentent pas du pragmatisme anglo-saxonne. On est vraiment dans un pays très politique et qui aime idéologiser, peut-être de manière excessive quelquefois, les grandes querelles qu'ils traversent. Donc, être témoin de cela, témoin et commentateur tout à la fois, c'est-à-dire j'éditorialise. Donc, je ne prétends pas la neutralité absolue, je prétends la plus grande honnêteté possible. Ça, vraiment, j'y tiens. J'essaie à tout le moins d'être absolument honnête dans la description des choses. Mais ensuite, je le fais à partir d'un point de vue qui est le mien, d'une philosophie politique qui est la mienne. Et ça, c'est un privilège immense que d'être témoin d'un moment historique, à tout le moins d'un moment qui pourrait être historique. Donc ça, c'est absolument unique. Témoin est peut-être d'ailleurs un peu acteur, puisque en tant que commentateur, on... Bien sûr, c'est le spectateur engagé, hein, c'est la figure d'Aron. C'est-à-dire témoin parce qu'en dernière instance, je ne prétends pas appartenir au corps civique français, c'est pas un détail, mais acteur aussi, parce que je participais à l'élucidation du sens des événements, c'est contribuer à leur définition aussi. C'est-à-dire, et être capable, chacun à partir de ses obsessions. Moi, il y a des thèmes qui m'obsèdent véritablement. Que ce soit la question identitaire, je le disais plus tôt, la question de la respectabilité, les différentes manières de fabriquer le paria en politique, les différentes méthodes de diabolisation, les différentes manières de transformer en infréquentable, d'infréquentabiliser un contradicteur. Tout ça, je trouve que c'est passionnant. Quand on décrypte l'effet de la logique de la diabolisation, quand on décrypte les tentatives justement d'infréquentabilisation, on participe à la vie civique aussi. Mais j'arriverai jamais avec l'idée de dire votez pour lui, votez pour elle, ça, j'aurais jamais cette idée-là. Mais cela dit, participer à l'élucidation du débat, ça nous transforme aussi en acteurs. Bien sûr. On parlait tout à l'heure de CNews et d'Europe 1. La droite intellectuelle s'est longtemps plainte de ne pas avoir de vraie place dans le débat médiatique, monopolisé par la gauche. Aujourd'hui, il y a des espaces justement comme cela, des espaces de liberté qui se créent, au point que la gauche en vienne justement, inversement, à dénoncer l'omniprésence du discours de droite dans les médias. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'on est en train de vivre véritablement un basculement, un changement d'époque, ou est-ce que c'est juste un processus de rééquilibrage? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais bref, non, le discours de gauche, je sais pas, peut-être que pour vous, vous le voyez comme ça, mais je vois pas, c'est un peu ridicule de limiter ça au discours de gauche et de droite, et on voit qu'en majorité, du moins en France, le discours plutôt qu'on voit de façon assez courante, pas maintenant, mais c'est plutôt quelque chose de centriste droite, un truc comme ça, quoi. Maintenant, on est plus une radicalisation où on va être plus sur... le discours va plus être beaucoup anti-système, voilà, la République c'est de la merde, etc. Donc dès qu'on a... Donc maintenant, les gens qui marchent, c'est plutôt des personnes qui vont être anti-système, voilà, la République c'est des caca, bref. Bref. Vous connaissez, je crois, la formule que j'utilisais pour nommer cette réalité. La gauche a été à ce point dominante, à ce point hégémonique pendant longtemps qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée, et la droite a été si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais les personnes LGBT, même aujourd'hui, on reste une minorité, et la plupart des gens, même s'ils s'en foutent, vous voyez, ils n'y connaissent pas grand-chose. Et je pense que là, c'est juste une diabolisation. Vous vous dites, oh là là, la gauche avait trop la parole, etc. Alors que c'était complètement faux. Je pense que vous voyez pas les choses de la bonne manière. Bref. Je pense pas que la droite ait été un jour étouffée dans sa manière de dire, etc. Bref. Donc une forme de double quiproquo. Donc, puisque la gauche a désormais des contradicteurs qui ne se contentent pas d'être dans le rôle de l'accusé consentant, et qui lui répondent, et qui justement n'acceptent pas les termes du débat qu'elle propose, qui propose une autre lecture de l'actualité, qui propose,
dévoile un autre sens des événements, qui aborde la réalité à partir d'un autre cadre théorique, d'un autre cadre intellectuel, d'une autre philosophie, elle vit cela comme un scandale. Comment peut-on oser penser autrement que moi? Hein, c'est la question qui traverse l'esprit de l'homme de gauche. Parce que dans l'esprit de l'homme de gauche, sa pensée n'est pas une pensée, c'est un moment de l'histoire en déploiement. C'est lourd. Pourquoi vous prenez les autres pour des demeurés? Enfin, je m'attendais à un truc un peu sérieux, mais là, lui, oui, l'homme de gauche, du coup, sa pensée, machin bidule, bref. Non, tout le monde est... Je pense que vous ne vous rendez pas compte, en fait. C'est juste que, visiblement, vous ne savez pas trop ce qu'est la droite et la gauche. Du coup, les personnes à droite seraient plus d'accord avec, au niveau économique, par exemple, vers des lois économiques qui viseraient à aider les entreprises à bien marcher. Et donc, du coup, une fois que ces entreprises marcheraient bien, du coup, ça aurait des répercussions, du coup, sur l'employé, etc. Et sur la gauche, on se dit, bah non, au bout d'un moment, de faire trop de cadeaux aux entreprises, on voit bien que, de toute façon, ils s'en profitent. Et puis que, s'il n'y a pas de répercussions, et que voilà, que la répartition des richesses, c'est pas top, donc on va faire des lois en mesure pour être sûr qu'il y ait une meilleure répartition. Mais les personnes qui veulent imposer quelque chose, et qui diabolisent, ce sont les personnes de droite. Enfin, même pas de droite, là je parle même pas de droite, je parle surtout des personnes conservatrices et d'extrême droite qui vont être qui voient déjà le monde en noir et blanc, comme s'il y aurait que la gauche et la droite, et qui se disent, oh là là, on m'attaque mes valeurs, mais mec, tes valeurs sont complètement dépassées, et ces valeurs, elles étaient problématiques, donc au bout d'un moment, puis il faut arrêter de penser que les autres sont des demeurés. Je ne pense pas que les personnes d'extrême droite, enfin, à droite soient des demeurés, ni les personnes d'extrême droite. Je pense juste qu'elles se retrouvent en fait dans des biais de confirmation et dans des choses qui du coup, ont du mal à se rendre compte de la réalité et du coup, voient une réalité biaisée où ils vont être très anti-système et à force qu'on leur présente des coupables, regardez, c'est eux, c'est leur faute, etc., et du coup, ils commencent à se radicaliser et ils commencent à se dire, si le monde va bien, c'est à cause de ces personnes. Et malheureusement, c'est à chaque fois comme ça. Enfin, il n'y a pas que la gauche. Enfin, on peut avoir même le même principe du côté de l'extrême gauche, où on va avoir toujours une diabolisation, où on met toutes les fautes du monde, en fait, sur des gens. Enfin, ça, du coup, ça peut être là, les woke, ça peut être les juifs, bref. On fait une théorie comme quoi le monde va mal et c'est de leur faute. Et à force de répétition, des gens finissent par y croire. Et malheureusement, ce sont même les personnes qui finissent par y croire sont elles-mêmes des victimes des personnes qui en profitent. Enfin bref. Mais il faut arrêter de penser, de dire, oh là là, regardez, parce qu'il est de gauche, cette personne pense comme ça. Non, non et non. C'est juste qu'on voit bien que le capitalisme ne marche pas très bien. Et que si on veut qu'il y ait vraiment une meilleure répartition, on doit faire des lois sociales qui obligent justement les patrons de grandes entreprises à ce qu'il y ait une meilleure répartition des richesses. Voilà, c'est terrible. Et aussi pour dire, les personnes LGBT peuvent être de droite. Dès lors, si on est en désaccord avec lui, c'est une forme de désaccord moral, on est moralement inférieur à lui, parce qu'on n'est pas aussi élevé dans la quête de justice et de vertu, mais en plus, on est un retardataire de l'histoire, parce que collectivement, nous serions rendus à ce moment. Comment peut-on... Alors là, c'est l'insulte habituelle, hein, vous êtes d'arrière-garde, vous êtes réactionnaire, vous êtes... comment peut-on, en 2022, poser de telles questions, et ainsi de suite. Donc l'homme, je dirais, pas l'homme de gauche au sens du social-démocrate ordinaire, avec qui on va débattre, c'est notre ami, c'est notre frère, c'est notre sœur, qui ne pense pas comme nous. Donc je parle pas de la gauche politique, mais la gauche idéologique croit avoir un monopole sur le sens de l'histoire et sur les catégories du pensable. Donc, comme ne pense pas comme elle, ce n'est pas une contradiction. C'est un scandale. D'ailleurs, on connaît le terme. Hein? On ne passe pas à droite, on dérive à droite. On s'inquiète de la droite décomplexée. Comprenons par là que la seule droite autorisée est la droite complexée. Bon, tout ça. De l'autre côté, la droite est à ce point émue d'être entendue qu'elle crie au triomphe un peu trop rapidement. Et elle ne comprend pas que tous les mouvements qui définissent notre époque, le régime diversitaire continue de s'implanter à grande vitesse. Certes, on peut dénoncer l'idéologie woke, mais si on dénonce le wokisme, c'est parce qu'il s'implante à grande vitesse. Il s'implante à une telle vitesse qu'il ne peut que susciter des critiques. On peut certes critiquer l'immigration massive aujourd'hui, mais ça présuppose le fait que l'immigration massive s'est déployée en France et a contribué à une redéfinition démographique et culturelle du pays en profondeur. Donc la pensée dite de droite et conservatrice
conservatrice, je ne sais pas si sa percée est simplement le fruit de ses propres efforts ou du fait que le réel impose aujourd'hui, un contre-discours impose d'être nommé. Ah, le réel. Vraiment, c'est ça votre argument? C'est juste appel à la nature, regardez, ah, ça c'est le réel, c'est parce que j'ai raison, c'est le réel. Mec, vous avez rien prouvé. Oui, il y a de l'immigration, et qu'est-ce qu'on fait? Vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que visiblement, à part chialer, dire, oh là là, le monde va pas bien, le réel c'est dur. Oui, incroyable, mais on fait quoi pour avancer? C'est dur et c'est chiant à chaque fois. Pourquoi vous vous dites, voilà, on est au-dessus des autres? Non, les personnes de droite sont aussi intelligentes, etc. C'est juste qu'elles voient le monde de manière différente. Le problème, c'est quand on va sur des côtés extrêmes et qu'on se retrouve dans des discours où on se retrouve à juste limiter en fait la réalité du monde en disant, c'est des pas beaux, nous c'est les gentils. C'est ça le problème. Et c'est ça que l'extrême droite fait. C'est qu'elle dit, regardez, toute personne qui n'est pas comme moi, c'est des woke. Et les woke, c'est des méchants. Et c'est à cause d'eux que le monde va mal. Et on le voit, tu n'as même pas défini ce qu'est le wokisme. Tu n'as même pas défini. C'est quand même la base quand tu parles de wokisme, quand tu parles de quelque chose, c'est au moins la base en premier de venir définir le terme. Non, tu restes encore dans le flou pour dire, oh là là, le wokisme, voilà, c'est un peu ce que je veux du moment que moi ça me plaît pas. Mais on le voit, lorsqu'on nomme le réel, toute une partie du travail intellectuel de la gauche consiste à expliquer qu'on ne devrait pas avoir le droit de dire telle ou telle chose. Le débat gauche-droite est une fiction, à mon avis. J'en suis arrivé à cette conclusion. Je n'ai pas toujours été de cette école. Mais pourquoi? Là, à l'origine du clivage gauche-droite, il y a une gauche qui se constitue en s'autoproclamant gauche et en refoulant à droite tous ceux dont elle ne veut pas. Et l'histoire de la gauche, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une série de purges successives où on renvoie à droite ceux qui ne suivent pas l'évolution de ce que la gauche prétend être. Donc, puisque la gauche, aujourd'hui, c'est le culte des minorités, si vous ne suivez pas la gauche dans le culte des minorités, vous êtes renvoyé à droite. Et là, c'est le problème de l'homme de gauche. Je ne veux pas être renvoyé à droite, je demeure fidèle à... Et là, c'est querelle toujours un peu amusante. On dit, l'homme de gauche va dire, je n'ai pas cessé de gauche, c'est la gauche qui m'a abandonné, et ainsi de suite. Bon, voilà pourquoi, de ce point de vue, c'est une bonne raison de ne pas être de gauche. Non, et je pense que tu ne comprends pas ce qu'est la gauche. Et ce n'est pas le culte des minorités, c'est que les minorités ont le droit au même droit que tout le monde. C'est con, et c'est... Enfin... C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas une culte des minorités, il faut arrêter. Peut-être que c'est... Enfin, bref. C'est-à-dire se dérober, se délivrer... Ça, ce que vous voyez, c'est toujours de l'homme de paille. C'est dire, en fait, regardez, les hommes de gauche, ils pensent comme ça, alors que c'est pas du tout vrai. C'est toujours de la réduction. Et il est toujours en train de faire, regardez, ces personnes, oui, elles parlent pas de réalité, super, génial, elles pensent différemment, elles font des trucs bizarres, la gauche, elle se définit, ça rejette toutes les personnes sensées. Au bout d'un moment, tu n'es pas du tout objectif, mec. On voit très bien que tu es complètement de droite et tu nous prends juste pour des demeurés. Donc arrête. Et du devoir... de toujours devoir prouver qu'on demeure quand même de gauche. C'est un formidable soulagement intellectuel que de ne pas toujours devoir faire la preuve qu'on est de gauche. Ensuite, on peut penser librement, nommer ça droite si vous le préférez. Non, et non. Je suis de gauche et je pense librement. Je m'en fous si je suis pas d'accord avec certaines personnes de gauche. Je pense pour moi ce qui est juste. Je m'en fous d'être de gauche ou de droite. Je me suis défini à gauche parce que du coup, c'est en fonction de ce que je crois, etc. Enfin, de ce que je sais et ce que je veux que le monde devienne, bah c'est plus à gauche que je dois aller. Mais je m'en fous du regard des autres. Ma morale et mes convictions ne se font pas en fonction des autres personnes. Je me fais... Voilà, Mais alors, vous disiez tout à l'heure que la gauche, finalement, ne tolérait la droite que dans la mesure où elle n'était qu'une gauche à retardement. Ce qui est très étonnant, c'est de voir à quel point la droite s'est conformée elle-même très longtemps à cette exigence. Comment est-ce que vous expliquez cette espèce de soumission de la droite au diktat de la gauche? Et d'autre part, est-ce qu'on n'est pas... Vous voyez, ils réduisent à chaque fois le dialogue entre gauche, droite, bien, mauvais. C'est ridicule. C'est ridicule. En train de sortir de cette logique que vous décriviez, c'est-à-dire que
la droite était de plus en plus condamnée à être repoussée à la marge, enfin la droite véritable, je dirais. Droite Et au contraire, véritable. on n'est pas en train de sortir de ça. Alors, je pense que l'adhésion de la droite au progressisme a fait en sorte qu'elle elle nous disait finalement, je peux mieux faire le travail de la gauche sans les désastres de la gauche. Mais je n'ai plus mon propre univers de référence, mon propre univers de valeurs, mon propre univers mental. Donc, ce qui fait qu'elle ne se voulait pas conservatrice, fondamentalement. Elle se voulait plus modérée. Hein. Comment se définissait la droite? Par le culte de la modération. C'est-à-dire d'accord pour la direction, mais pas aussi rapidement et avec plus de prudence. Mais certainement pas une autre direction. Or, pardon, le conservatisme, la droite, si on peut l'appeler ainsi, doit porter son propre univers de référence, son propre imaginaire. Pas sa propre utopie. La droite n'est pas une contre-utopie. Non, les conservateurs veulent garder, en fait, ils pensent que toute chose qui change est mauvaise. D'ailleurs, c'est dans le truc conservateur, c'est conserver ce qui est des trucs, ils veulent rester sur un truc, ils veulent pas bouger. C'est pas une opinion politique, c'est juste bon, on fait rien. On n'avance pas. On n'est pas trop mal comme ça, donc on bouge pas. Ça pourrait être mieux, mais non, on bouge pas. Enfin bref, je pense que c'est déjà assez long. Ouais. Donc du coup, ouais, fin de la première partie. Ciao pour la